Bienvenue à toutes et à tous dans Kana en aparté, c'est parti pour une nouvelle émission du podcast audio lancé par l'un des éditeurs historiques du manga en France, les éditions Kana. On se retrouve ici chaque semaine pour parler de manga dans deux types d'émissions, soit pour une demi-heure d'analyse et de discussion, ou soit pour une version longue des entretiens, soit une dizaine de minutes d'aparté en alternance, un coup l'un, un coup l'autre. Pensez surtout à activer les notifications et à mettre une petite note, un commentaire ou à partager l'émission autour de vous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une œuvre de création adaptée de l'un des mangas, adapté de l'un des plus célèbres dessins animés plutôt, pas d'un manga des années 80, Capitaine Flamme, l'empereur éternel. Oui Maxime, Capitaine Flamme, c'est pas sorcier, hein. C'est un petit peu Il était une fois le futur et l'agence Tourisque, voilà. Alors c'est parti pour cette émission spatiale et inventive. Je suis Maxime Bender et je vous invite à poursuivre cette écoute avec Stéphanie Nunes, Mathieu Admant et Antonin Lacombe. Pour la première convention de SF au monde en 1967, c'est Capitaine Futur qui a reçu le premier prix. Mais là, ils apportent vraiment leur vision des choses avec les problématiques qui sont apparues 30 ans après dans nos sociétés. Ils dégagent un truc cool, en fait, t'as envie d'aller dans leur vaisseau et tout ça. Pour nous éclairer aujourd'hui, Antonin Lacombe, journaliste spécialisé BD, comics et manga, notamment pour les magazines Manga Kids, Japan Live ou Japan Max. Salut Antonin. Salut tout le monde. Mathieu Admant, chef de produit marketing aux éditions Kana, est également avec nous. Salut Mathieu. Salut capitaine. Et enfin Stéphanie Nunes, directrice de la communication des éditions Kana. Salut Stéphanie. Salut à tous. Alors dites-moi, après Albator, Goldorak et Senseiya, voici donc Capitaine Flamme. Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre galaxie. Donc attendez. Vous pouvez l'avouer maintenant, hein. Vous faites en fonction des génériques pour la collection Classics. Vous dites, c'est quoi vos génériques préférés ? Bon, on va faire cette BD là. On a le top générique des années 80 et on prend au pif en fait, à l'aveugle. C'est et ça, dès que ça tombe, on se dit allez go, là. on va choper les droits. Et voilà, hein, on va espérer que pour le futur, on en ait encore d'autres. Du coup, vous avez les droits du générique de Capitaine Flamme ? Tout à fait. En plus. En version numérique par contre seulement. Trop bien. Donc que utilisable sur le web, mais on a réussi à l'avoir parce que forcément, on en reparlera plus tard, mais Capitaine Flamme c'est ultra connu, transgénérationnel surtout pour le générique, parce que moi personnellement étant de 95, je ne connaissais que le générique et la tête du capitaine. Ça va te balancer ton âge là comme ça de manière aussi indécente. Attends, tête combien déjà ? Quelle année ? Cherche pas. Alors moi c'est pas compliqué, je suis de 76, voilà, et les souvenirs que j'avais de Capitaine Flamme, c'est le générique, le Cyberlab, le vaisseau de Capitaine Flamme, les personnages, une grosse coloration orangée dans les graphismes et un cerveau qui vole. Voilà. Mais un cerveau qui vole, quand Mais j'ai pas vu ça, d'histoire. j'ai fait mais what ? Pas d'histoire, je ne me rappelle absolument pas. Donc du coup, l'année prochaine, c'est Inspecteur Gadget, hein, c'est ça hein ? Ah, j'adore. Alors, Capitaine Flamme, de quoi ça parle ? C'est un album reboot de la saga qui met en scène Curtis Newton, alias le Capitaine Flamme, ainsi que l'androïde Mala, le robot Krag, le professeur Simon et l'agent spécial Johan Landor. Sur la planète Denef, une épidémie fait des ravages dans la population, et c'est donc à cet équipage de trouver une solution. Il faut trouver un remède, et leur seule piste, ce sont ces quelques mots prononcés par un agent contaminé. L'empereur éternel. Rétrogration de l'espèce. Est-ce qu'ils vont parvenir à revenir sains et saufs de cette mission et à sauver tout le monde ? Telle est la clé de cette bande dessinée. Et juste avant que tu commences Antonin, parce que j'ai envie de te couper là, Déjà. mais là où t'as raison, c'est qu'on ne se rappelait que du générique et pas de l'histoire, contrairement à d'autres titres qu'on a fait dans la collection Classics. Donc c'est pour ça que c'est un reboot, parce que traditionnellement ce sont des histoires totalement originales qui ont été faites, et là on a décidé plutôt de repartir sur une histoire entière et complète. Et je suis en train de tuer l'ordre, c'est ça ? Non, tellement non, pas lu le runner. Non. En fait, l'idée, c'était... Oh, pardon. C'est vraiment ça. Il y a une volonté de réintroduire le personnage, parce qu'effectivement, au final, les gens avaient un... Alors déjà, soit ils étaient pas nés, hein, on va pas se mentir, soit effectivement, ils avaient un peu zappé, soit effectivement, c'était pas très clair. Donc, les auteurs vont réintroduire un petit peu... qui est Capitaine Flamme, qui est Curtis, voilà, qui est un petit peu son équipage, cette agence touristique intersidérale, et effectivement, voilà, ça c'est, et ils vont la repimper un petit peu, ça on va le décortiquer un petit peu au fur et à mesure. Ouais, parce qu'on n'est pas perdu, dès le début on te remet tout en place. De A à Z, tu n'as pas besoin de connaître Capitaine Flamme pour apprécier la bande dessinée. Absolument pas. Et l'intro est très bien faite, je trouve. C'est hyper après, rapide et efficace. C'est surtout que, comme le disait Stéphanie, pour le coup, c'est un reboot. Là où, autant sur Goldorak, c'est X années après, et ce qui est normalement un critère pour nous, pour la collection classique, c'est de pas refaire ce qui a déjà été fait en dessin animé.
Mais là, effectivement, Sylvain et Alexis, quand ils sont allés voir Timothée et Christelle, ils ont dit « Ok, pas de souci, nous on peut faire une side story, mais par contre, expliquez-nous de quoi parle Capitaine Flamme. » Et là, gros blanc, parce que personne ne se souvient, donc nécessité de faire un reboot d'abord. Voilà, donc effectivement, on va introduire donc Curtis Newton, le Capitaine Flamme, qui au final va, entre guillemets, sa naissance est liée à une tragédie, donc le meurtre de ses parents par un attentat d'un illuminé religieux, enfin en gros c'est ça. Eux étaient vraiment des savants, des scientifiques au sens noble du terme qui voulaient utiliser la science vraiment pour faire avancer l'humanité, pour lui rendre service et autres. L'autre en face, il était là plutôt en mode obscurantisme en disant non mais moi mon bise faites pas trop d'éclat parce que on dit pas trop, donnez pas trop de conscience aux gens parce que moi je vais pouvoir les manipuler. Voilà, c'est un petit peu le discours qui sous-tend. Il leur envoie 3 missiles dans la figure, les parents ils y restent et entre guillemets, il venait de créer 2 entités, un androïde et un humanoïde, voilà, qui sont les 2 des 3 pères adoptifs de Curtis. On peut l'appeler Kurt, si tu veux. On peut l'appeler Kurt. Ou Cap. Voilà, donc vous avez un robot à la force titanesque, voilà, un androïde, qui a une conscience et une intelligence artificielle à elle. Vous avez un humanoïde, Mala, qui lui peut prendre toutes les formes. C'est une forme ça c'est molle. pratique, hein. Ah, ça c'est plutôt pas mal. Ils se tirent la bourre tous les deux, c'est vraiment les sidekicks et compagnie, donc c'est assez drôle. Et vous avez le 3e personnage qui est le professeur Simon Wright, qui effectivement est un grand scientifique qui est atteint d'une grosse maladie. Il est plus très grand puisqu'au final, pour pas souffrir, il va accepter qu'on mette son cerveau dans un robot et c'est un petit machin qui vole dans une petite navette. Alors, on fait les malins, on fait les idiots depuis tout à l'heure en disant oui, c'est l'adaptation d'un dessin animé, etc. Alors effectivement, oui, ça vient de là, mais le dessin animé Capitaine Flamme, à la base, c'est pas une création originale. Non, à la base, c'est inspiré d'une série de romans. Voilà. Une série de romans par un auteur qui s'appelle Edmond Hamilton, qui a commencé en 1930. Donc, pour vous dire que là, on commence à vraiment arriver à l'archéologie de la science-fiction. Lui, il a vraiment plutôt explosé dans les années 40 et 50 dans des revues qui s'appellent les Pulp, qui étaient vraiment des revues... Alors, il n'y avait pas Internet à l'époque, des revues cheap qui étaient vraiment publiées dans des kiosques, vraiment pas chers et entre guillemets souvent avec des couvertures assez accrocheuses. Voilà. Et donc il a continué à faire ses bouquins, mais pendant Capitaine Futur et pas Capitaine Flamme du coup. Alors ça s'appelait. En gros, Capitaine Flamme, il est connu comme ça en France. Partout dans le reste du monde, ça s'appelle Capitaine Futur. Le nom on était peut pas déjà... s'en empêcher en France de changer les noms, les prénoms pour notre expression culturelle. Il y avait déjà un magazine qui s'appelait Capitaine Futur. Ah. Et donc à ce moment-là, effectivement, il y avait des couvertures assez accrocheuses et c'était vraiment ce qu'on appelle les weird tales, c'est ce qu'on peut compléter maintenant le mauvais genre, à savoir les récits d'horreur, les récits un peu gothiques, les récits de science-fiction. Les récits de western, d'action, des trucs comme ça. Enfin voilà, ce qu'on considérait vraiment comme de la sous-culture qui est devenue de la pop culture. Voilà. C'est rigolo parce que du coup, le parallèle avec le manga, considéré au début comme de la sous-culture. C'est ça. C'est exactement la même chose. Alors, ça fait un peu de chemin depuis. Ensuite, c'était Hamilton est né en 1909 entre guillemets, donc il a commencé à avoir sa carrière. A commencé à écrire après la Première Guerre mondiale, qui était une période un petit peu particulière du fait qu'il y a eu tellement d'horreurs qui ont été vécues à ce moment-là qu'il y avait un peu ce côté plus jamais ça. Donc on a voulu croire en l'avenir. On a voulu vraiment croire au futur et le futur à ce moment-là c'était la science. Donc on a vraiment... Maintenant, le paradigme a un petit peu changé, mais à l'époque, c'était vraiment, on investissait, et encore plus dans la SF des années 50 et 60, dans la science. Et en fait, Curtis incarne ça. Il est vraiment rationnel, il est vraiment... c'est un vrai shérif, il a ses 2 flingues sur les côtés, c'est un peu... Mais par contre, il va pas chercher à tuer ses ennemis, il va chercher à les mettre KO et à les faire juger. Avec un petit côté Sherlock Holmes. Aussi, c'est une enquête. En fait, c'est une série de 14 romans, Capitaine Futur, qui ont été adaptés en plus de 50 épisodes, voilà, c'est 4 épisodes par enquête, quand même. Alors, si on se remet un petit peu dans les dessins animés des années 80, il y a du contenu, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est peut-être pour ça que personne ne se rappelle vraiment des histoires, c'est qu'au final, il fallait vraiment être assez... Assidu. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Il fallait vraiment être assidu, pour arriver à suivre entièrement l'enquête et autres. Voilà. Et les gens qui étaient dedans,
pour avoir un petit peu autour de moi m'être renseigné, ceux qui sont à fond Capitaine Flamme, ils étaient à fond Capitaine Flamme, ils s'en rappellent. Ouais, tu le sais de A à Z et ça te marque. Après, t'as les autres comme moi qui ont maté le truc, mais en disant juste de la bulle bleue sur le torse. C'est vachement orange, quoi. Mais ça se traduit, hein, du coup, c'est rigolo parce que nous, ça s'est traduit dans la fabrication de la BD par le fait qu'on avait 2 ayants droit. Donc, évidemment, la Toei qui a géré le dessin animé Capitaine Flamme qu'on connaît tous, mais du coup, les Allemands qui, en fait, sont maintenant les Allemands qui ont les droits des romans Capitaine Futur. Donc, évidemment, ça rajoute 2 fois plus de fun quand on doit rendre des comptes à 2 personnes à c'est différence. pas les pires. Non, mais Les Allemands, non, c'était plutôt simple. Par extension. On vous laisse deviner la suite. Dans le roman, tout est toujours un peu plus simple que, et là, que dans l'image. On va C'est dire ça. exactement ça. Alexis Talon, le dessinateur, quand je l'avais rencontré, m'avait expliqué que en Allemagne, Capitaine Flamme, c'est aussi important que pour nous Goldorak, dans la hiérarchie, dans le premier triptyque. Voilà. Et en fait, en France, Capitaine Flamme, c'est la première génération des dessins animés japonais qui sont arrivés avec Goldorak et Albator. On va en revenir un petit peu après. Ouais, parce que dans la collection Classics, Albator, finalement, est plus vieux que Capitaine Flamme, mais dans l'image qu'on en a en France, Capitaine Flamme est peut-être le plus old school. Ça, c'est graphiquement parlant, parce que ça aussi, on peut de le toute dire, la collection. que dans le dessin animé, graphiquement parlant, Capitaine Flamme... C'est un peu daté. Ouais, mais c'est pour ça qu'on le revoit pas trop, le dessin animé Captain Flamme sur les plateformes t'as et tout 2 ça. versions aussi d'Albator, hein, ça a peut-être joué. Oui, hein, t'as mais 76 et Complètement. 78 78 et et 84. Voilà. Mais pour Capitaine Flamme, honnêtement, Cara Design, il est waouh. Tu sens qu'il a été envoyé, il a été fait en Corée du Nord, enfin vraiment, ou en Corée du Sud, vraiment dans les usines de production à l'époque, à la chaîne. Aussi, ouais. Ah ouais, non mais non, c'est-à-dire que c'est vraiment, t'avais les intervallistes et puis alors tout le reste, c'était balancé dans les studios pas chers en Asie du Sud-Est. Et en Corée du Nord aussi. Voilà, parce qu'ils avaient des ateliers. Lisez Shenzhen, clairement. le roman, la BD. Voilà, de Guy Delisle. Voilà. Bon, bref. Voilà. Donc, le dessin animé était effectivement un peu daté graphiquement et autres. Ensuite, on a eu les générations qui ont suivi juste après avec Ulysse 31 et compagnie, mais ça, on verra. Il y a une vraie nostalgie qui est là, mais en même temps, il y a une ambiance. Et effectivement, c'est une SF vraiment particulière parce que ça va complètement... on va parler un peu des personnages, on va parler un petit peu de ce qu'il amène. Déjà, les noms, voilà, qu'ils utilisent. Donc, c'est quand même Curtis Newton. Hein, je vais pas vous faire la référence. Je vais pas vous faire l'affront de la référence. Pour son mentor Simon Wright, donc Wright, ça veut quand même dire celui qui a raison, voilà. Et ouais, non mais c'est à chaque fois assez Non, je pensé. pensais que c'était le nom d'un gars connu comme Newton, quoi. Non, t'as Phoenix Wright, mais c'est un avocat. Ouais, c'est autre chose. C'est un autre délire. Hein. Ah ouais, ok. Il a raison aussi à la fin, mais Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, c'est vraiment, ce sont des enquêtes, hein, vraiment, ce que va vivre Flamme et son équipe. Et en gros, ils vont avancer au fur et à mesure. Et ça va être par des déductions rationnelles. Alors, il y a de la castagne aussi, hein, ça va se taper dessus, il y a des pistes laser et tout ça. Mais en même temps, ils vont y arriver avec de la déduction et avec de la logique. mais c'est le premier truc dans l'histoire qui, moi du coup pour le coup, hein, j'étais vraiment un novice de Capitaine Flamme parce que pas du tout de la génération et j'ai jamais vu les dessins animés. En fait, dans la BD, il a vraiment cette réputation de franc-tireur que tout le monde lui colle, alors que quand tu le suis, c'est une vraie enquête et à aucun moment, en fait, il se dit, bon, là, on va y aller et on va tout dégommer. C'est plutôt l'inverse, d'ailleurs. Il va vraiment à chaque fois essayer d'avoir la paix jusqu'au bout, essayer de résoudre ça par la voie tranquille, on va dire, et par la négociation. Et pourtant, tout le monde l'appelle le franc-tireur. C'est ça, alors qu'il est vraiment pas off-limit, quoi. Non, pas du non. tout. C'est pas Cobra. Non, Exactement, mais carrément, alors c'est il ça. est franc-tireur comme Cobra, il n'appartient à aucune organisation. Il est indépendant. Et en fait, Ça m'a fait penser à Gardien de la Galaxie, un peu dans l'ambiance, le truc et tout ça. c'est ça, c'est un aussi. peu ça. Et puis ils sont cool. Enfin, franchement, le Ouais, duo. c'est ça, en fait, ils dégagent un truc cool. En fait, t'as envie d'aller dans leur vaisseau et tout ça. L'équipage est atypique. Oui, il y a un Ouais. petit côté Flash Gordon aussi, ouais. Ouais, exactement. Le design du vaisseau, il est vachement emblématique. C'est comme celui du Lys 31 avec l'œil au milieu. C'est pareil. Pareil, tu vois, alors là, en connaissant pas du tout l'univers, moi, si tu m'avais dit le Cyberlab avant que je commence à taffer du coup sur la BD, ça m'aurait vraiment rien dit. Hein. Vraiment, ça à part m'a le fait générique et le Et le design du visuel. Est-ce que le personnage, visuel du vaisseau, ça te parlait? Bah, moi, ça Pas m'a du fait tout. penser à Star Wars, en vrai. pas du tout. Ça, on va y revenir Ouais, après. il y a un parce- Enfin, truc tu vois, après. les petits. Antonin, je tente un truc. C'est quoi du coup la licence suivante dans la collection Classics?
Oh là là, J'ai il est tenté, fort, j'ai tenté. il est fort. Ouais, Et là, je sais qu'il y a des discussions autour. Non, en fait, pour être tout à fait franc, il y a plein de pistes qui sont lancées, mais comme je pense Timothée et Christelle l'ont déjà dit en interview, en fait, le plus dur, c'est de réussir à avoir les contacts, parce que c'est des choses qui ont maintenant 40 ans, donc faut retrouver Alors, qui sur avait les Google, droits. Nina Wallmark, mail. Et Donc après, il y a quand les auteurs meurent, parfois, ça me prend aussi beaucoup plus de temps après pour faire la succession, qui gère quoi, qui gère qui, etc. Et comme on est Pour basé d'autres sur des licences. dessins animés, à l'époque, tout n'a pas toujours été fait dans l'ordre des choses et Et dans les règles de dans l'art. les règles de l'art, donc ça complique encore plus Ça peut être les négociations, quoi. ou des coproductions entre Européens et Japonais, histoire de. Il y en a certains qui sont super motivés, super Et prêts. des Américains. Souvent, tu commences à Et des changer de Allemands, pays, on a vu qu'il y avait etc. Simplifions les Et des choses, Allemands, c'est ça. effectivement. compliqué. Mais tout ça pour dire que vous aurez des classiques, hein, ça va pas s'arrêter parce que la collection a bien pris et elle a été super bien accueillie. Puis ça nous Mais, plaît aussi. Ouais, exactement. Si vous voulez, je connais un auteur qui s'appelle Masashi Kishimoto. Ah, Ça peut faire un super classique. Non, je vois pas. Non, ça vous dit Non, rien je vois pas. apparemment, il Il y est a un chaud truc pour à faire. écrire en Il y a un vieux. truc à faire. Je vous propose maintenant d'aller en aparté avec Sylvain Hohenberg, le scénariste de Capitaine Flamme, l'Empereur éternel. On parle de sa BD, alors parlons avec lui. Salut Sylvain, Bonjour à vous. bienvenue dans Canon en aparté. Bravo pour ton travail sur Capitaine Flamme, puis merci beaucoup d'être avec nous sur cette émission pour répondre à nos questions. Est-ce que tu peux revenir en tout premier lieu sur la genèse de ce projet et sur le moment où tu t'es retrouvé impliqué dans Capitaine Flamme, impliqué dans cette bande dessinée? Alors le moment où je me suis trouvé impliqué, en fait, c'était en janvier 1980 quand j'ai vu, étant enfant pour la première fois, le premier épisode diffusé sur la télévision française dans Les Visiteurs du Mercredi, parce que c'est rapidement devenu mon dessin animé préféré à l'époque. Mais en ce qui concerne l'adaptation dont on parle maintenant, en fait, c'est assez amusant en fait comme histoire, parce que ça a commencé par un mail que j'ai envoyé en 2017 à la directrice des éditions Kana, Christelle Oulens, donc avant que la collection Kana Classique existe officiellement. Et en fait, j'ai envoyé un peu comme on envoie une bouteille à la mer, un message en lui disant Christelle, moi j'adore Capitaine Flamme, c'était mon dessin animé préféré. Je pense qu'il y a vraiment matière à faire un reboot tout à fait contemporain et actuel. Qu'est-ce que tu en penses? Et j'avais en tête que la réponse allait être c'est une bonne idée, mais ce n'est pas possible. Et en fin de compte, Christelle me répond dans la foulée en me disant les grands esprits se rencontrent, je t'appelle demain. Et en fait, elle m'a parlé de la collection Kana Classique et elle m'a dit qu'elle aimait beaucoup l'idée. Et moi, j'ai fait une proposition de récit qui est un reboot de la première saison de l'animé. Elle m'a ensuite mis en contact avec Alexis Talon, que je connaissais pas à l'époque, qui est le dessinateur de notre adaptation de Capitaine Flamme. On s'est très, très bien entendu tout de suite, un dessinateur très talentueux. Et puis ensuite, on a fait notre proposition via les éditions Kana aux ayants droit Capitaine Flamme. Et puis, tout a été validé. Ça a pris plusieurs années, en fait, comme processus. Et puis, on a pu enfin démarrer notre adaptation. Eh ben justement, Curtis a été élevé par 3 humanoïdes, 3 robots, 3 êtres, on va dire, construits, mais masculins. Et vous avez justement complètement réintroduit le personnage de Johan, qui était, entre guillemets, la femme de l'équipage, qui était un petit peu secondaire dans le dessin animé, et qui prend un tout autre rôle dans la bande dessinée. Oui, ça c'était un des aspects importants que moi je voulais absolument changer. C'est-à-dire qu'il y a des personnages comme Grak et Mala qui, dans notre adaptation, conservent plus ou moins le même profil psychologique que les personnages de l'animé. Le Capitaine Flamme, Curtis Newton, en apparence, il a le même profil psychologique, mais en fin de compte, on a beaucoup joué en fait sur le trauma original qui fait que le petit Curtis devient le Capitaine Flamme, c'est l'assassinat de ses parents. Donc ça a quand même pas mal bougé à ce niveau-là. Puis le personnage qui a été complètement transformé, en effet, c'était Joan Landor, qui est en fait une agent spéciale de la police galactique et qui, dans l'animé, si ma mémoire est bonne, la première fois qu'on la voit apparaître, elle regarde le Capitaine Flamme arriver, elle rougit et puis elle susurre « Capitaine Flamme ». Et évidemment,
moi, j'ai vraiment contrebalancé tout ce qui avait été établi sur ce personnage dans les années 80. C'est-à-dire qu'ici, Joanne Landor, bah oui, c'est vraiment une agent spéciale de la police galactique, entraînée, et qui, par rapport à Capitaine Flamme, qui est un scientifique et un aventurier, considère qu'il n'a rien à faire dans une mission officielle organisée par les autorités galactiques, et au départ s'oppose même à partir en mission avec lui, considérant que c'est un renégat et que c'est absolument pas logique et souhaitable qu'un homme comme ça parte en mission avec elle. Elle considère qu'il n'est pas du tout à la hauteur et qu'il pourrait être potentiellement dangereux. Donc on change complètement de registre par rapport à Johan, et on en fait, à mon sens, un personnage complètement contemporain qui va tenir tête au Capitaine Flamme, même si au bout du compte, ils vont devoir quand même surmonter leurs différences et leurs défiances et essayer de travailler ensemble pour mener à bien la mission qu'on leur a confiée. On espère que le succès sera au rendez-vous pour que vous puissiez enchaîner avec d'autres tomes. Merci beaucoup Sylvain du temps que tu nous as accordé. Merci à vous, c'était un plaisir, et puis à bientôt. La version longue de cet aparté est à retrouver la semaine prochaine en intégralité. Passons aux recommandations avec Capitaine Flamme. C'est difficile, Capitaine Flamme, pour les recommandations, parce qu'on peut aller dans tous les sens. On va juste chercher des points communs avec d'autres œuvres. On fait comment ? Je pense que la trame de la collection Classics, c'est vraiment la colonne vertébrale de tout ça. En fait, il y a forcément un côté nostalgie qui est là pour un peu toute la génération un peu plus ancienne, et en même temps, il y a une vraie transmission des valeurs et une transmission un petit peu de tout ce plaisir qu'on a eu à grandir avec ces émissions-là. Moi, je placerais peut-être Albator dans la collection Classique, son premier lieu pour relier avec Capitaine. C'est les liens les plus évidents, un héros charismatique, l'espace, un vaisseau. Moi je dirais même l'Albator d'Alquier, en fait. Ouais, bien sûr, c'est celui-ci, ouais. Parce qu'il est, même graphiquement, entre guillemets, et lui, il avait toute une démarche pour rester dans les mêmes tons, les mêmes tonalités que le Cellulo et compagnie, voilà. Là où le Goldorak, il est un peu plus sombre, il est un peu plus adulte, il y a un peu plus de questionnement sur l'après Goldorak, et comment Actarius se repose 40 milliards de questions en se disant j'ai quand même massacré le monde, voilà. Bon. C'est une autre vision, c'est une autre proposition en fait. Bien sûr. Et ce qui est assez fort aussi dans cette collection classique, parce qu'effectivement c'est transgénérationnel, mais il faut quand même avoir envie de rentrer dedans, parce que moi la première fois qu'on m'a dit tiens il faut que tu lises Goldorak, j'avoue, j'étais là, ça m'intéresse pas du tout cette BD à papa, et forcément quand j'ai fermé, j'ai dit mais c'est phénoménal, c'est génial. Et en fait, c'est ça qu'il faut se dire, c'est que là, j'ai lu Captain Flamme d'une traite, et c'est génial. Enfin, c'est des thématiques qui sont assez universelles. Tu rentres dedans, c'est un vrai space opéra. Enfin, c'est un vrai Marvel, comme Goldorak. Je me suis dit tiens, je suis en train de regarder un film Marvel, juste en train de le lire, c'est chouette. Tu passes un super bon moment. Surtout, c'est idiot, mais le nom classique, ça veut dire que c'est des classiques, et ça veut dire que on peut pas se tromper. Après, oui, c'est une valeur sûre, c'est des valeurs. Après, en fait, quand je lis le Albator de Jérôme Alquier, en fait, il y a rien de plus à dire, c'est ça. Après, ce qui est bien, c'est que c'est en plus revisité, et c'est par des gens passionnés, en fait. Et ils veulent transmettre tout, entre guillemets, un peu naïvement, tout l'amour qu'ils ont eu, mais en même temps, tout le plaisir qu'ils ont ressenti à regarder. Et adoubé par le Japon aussi. Donc ça veut dire que, comme tu disais Maxime, il y a vraiment on ne fait pas n'importe quoi, on respecte les codes, on respecte l'héritage et ce qui aurait pu être transmis. Donc, valeur sûre, quoi. Et troisième élément, actuel. Du coup, ils refont pas juste la BD d'époque. Après le dessin animé, on vous le met en format BD. Ils apportent comme on avait à l'époque, voilà. Mais là, ils apportent vraiment leur vision des choses avec les problématiques qui sont apparues 30 ans après dans nos sociétés et qui collent très bien en fait aux univers, parce que pour la plupart, ils avaient quand même des problématiques assez avant-gardistes. Et sans franciser les noms. Oui, c'est complètement réactualisé et autres. Et c'est vrai que c'est des nouvelles visions, des visions qui viennent de France, d'Europe et un peu lointaine du Japon, là où ça a été conçu. Donc il y a en même temps un autre prisme qui est là. Et c'est ça qui est aussi intéressant. C'est-à-dire que c'est aussi des bandes dessinées qui sont faites pour le public français, pas que pour, mais entre guillemets, à la base, c'est un peu des Français qui parlent à des Français à travers des licences japonaises.
Et je trouve que c'est intéressant aussi parce que là, je regardais pendant l'aparté, mais Captain Future, c'est pas vraiment traduit en français. J'ai juste vu le tome 1 dans les éditions Le Bélial, c'est ça. Mais j'ai pas vu les autres tomes. Alors, j'ai cherché très rapidement, mais donc ça permet que Captain Flamme, c'est la seule... la bande dessinée, ça va être le seul moyen d'avoir l'histoire, en tout cas, pas quasi complète, loin de là, mais... Il y a que les premiers ou les 2 premiers tomes qui sont sortis en français, effectivement, alors que vous pouvez trouver l'intégralité en anglais et en allemand, il n'y a pas de problème. C'est pas encore ça, peut-être que ça va prendre. Après, la SF des années 60, si vous avez l'occasion de vous plonger dedans, on a un auteur français, le nom n'est pas du tout français, mais il s'appelle Stéphane Wuhl. Allez-y, parce que c'est vraiment limpide, ça se lit très bien, c'est très facile à lire. Star Trek, on va pas se mentir, c'est quand même aussi une des références un peu... Et alors, le truc qui rassemble Star Trek et Capitaine Future, c'est la résolution des problèmes. Là où, dans beaucoup de science-fiction actuelle, on va résoudre les problèmes en se foutant sur la tronche. Avec de la casse. Et en créant d'autres. Star Trek, c'est le règne de la diplomatie pour résoudre les problèmes, et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans Capitaine Flamme. Complètement. Entre Curtis et Spock, il y a quand même beaucoup de points communs. La découverte des créatures, enfin des extraterrestres ou des nouvelles civilisations, ou des nouvelles formes de vie, voilà, autour. Savoir aussi quand même le succès de Capitaine Future. Pour la première convention de SF au monde en 1967, c'est Capitaine Future qui a reçu le premier prix. Voilà. Donc c'est vraiment pour dire que c'est quelque chose d'important. En même temps, Hamilton a été un des scénaristes de DC sur Superman. Donc il avait déjà mis pas mal de ça aussi dans Capitaine Future. Et c'est là où il a influencé l'émission de la semaine dernière, Behind the Supermarket. Il y a des fortes chances. Non mais tu rigoles, mais par contre c'est rigolo parce qu'en écoutant Sylvain et avec le héros traumatisé qui se construit sur le trauma de ses parents, tu penses direct à Bruce Wayne en fait. Bien sûr. Savoir qu'il a travaillé chez DC à l'époque, t'as quand même un lien évident qui se fait, quoi. Et puis il y avait autre chose que t'avais remarqué aussi, Antonin, dans les recos, c'est que on peut totalement se diriger vers Astro, vers Atom The Beginning, Astro the Robot. Exactement. Ça là-dessus, c'est entre guillemets la foi dans la science au Japon. Ça c'est par Tezuka, ça c'est complètement concrétisé dans Astro. Astro, Classics. J'ai dit ça comme ça par hasard, et je vais changer de sujet maintenant. Moi j'aimerais beaucoup en tout cas. Pour finir cette émission, Antonin, allons vers l'infini et l'au-delà, ouais. Là vraiment, c'est vraiment issu de la génération Star Wars. Voilà, Star Wars qui est sorti à la fin des années 80 a vraiment réintroduit, ou plutôt introduit de façon tout court au cinéma, visuellement parlant, la science-fiction qui était d'abord des récits comme on a dit, des récits de guerre, des récits qui avaient pas bonne réputation, hein. C'est exactement comme la fantasy, hein. Le Seigneur des Anneaux, honnêtement, avant les films de Peter Jackson, on vous jetait des cailloux quand vous disiez que vous aviez lu Le Seigneur des Anneaux, quoi, hein. Bon. Et donc là, vraiment, il y a eu une science-fiction visuelle qui est née, ça a donné des petits, effectivement, on a eu, après Ulysse 31, Capitaine Flamme, c'est vraiment une expression japonaise de la SF et du space opéra. Donc le space opéra, c'est vraiment le gigantisme, entre guillemets, intersidéral, voilà, avec, entre guillemets, ça vient de l'opéra. L'opéra, c'était vraiment le cinéma avant l'heure. Voilà. Et comment est-ce qu'on porte, entre guillemets, cette espèce de récit époustouflant où on met tout ce qu'on peut dedans, de la musique, des sons, des effets spéciaux. Il faut que ça soit grandiose. Voilà. C'est grandiose. Je pense qu'effectivement, t'as résumé, Mathieu, le sujet. Quel marketeur, punchline direct, là. J'adore Star Wars. Et le reboot est grandiose. Donc, le reboot en BD de Capitaine Flamme, l'empereur éternel d'Alexis Talon et Sylvain Runberg. C'est en librairie depuis la fin du mois de septembre. Et avec son édition collector. En édition donc collector, avec combien ? Beaucoup. Il y en aura, mais quand même, ne pas traîner quand même. C'est le principe d'un collector, hein. Et c'est donc disponible partout, comme tout le reste des BD de la collection Classics, Albator, Senseiya et Goldorak. Merci à tous pour votre écoute, et puis n'oubliez pas un commentaire, une note ou des petites étoiles, c'est toujours encourageant. Puis n'oubliez pas non plus de vous abonner à l'émission. Merci de nous avoir écoutés, salut à tous. Merci. Salut. Capitaine. Merci.